Depuis quelques semaines, le Togo est plongé dans une crise énergétique sans précédent. L'électricité, devenue une denrée rare, perturbe gravement le quotidien des citoyens et paralyse les activités économiques à travers le pays. Des coupures de courant imprévues, pouvant durer de 1 à 18 heures, se succèdent, plongeant la population dans une grande détresse et rendant difficile toute planification préalable. Les répercussions de cette situation sont particulièrement douloureuses pour les jeunes entrepreneurs et les petites entreprises dont les activités dépendent fortement de l'électricité. Les pertes économiques sont considérables, exacerbant la pression financière sur des ménages déjà fragilisés par un contexte économique difficile. Selon des sources, cette crise énergétique serait due à des travaux de maintenance, mais la gestion de la crise laisse beaucoup à désirer. Le mouvement Martin Luther King MMLK s'est exprimé sur cette question, dénonçant une mauvaise gestion des biens publics par des responsables qu'il accuse d'être indifférents aux souffrances du peuple. Quand va-t-on cesser cette manière de gérer le bien public sans redevabilité au peuple, ni considérer l'intérêt de ce dernier, s'interroge le mouvement, pointant du doigt une gestion inefficace et irresponsable. Face à cette situation, le MMLK exhorte le gouvernement togolais à prendre des mesures concrètes pour soulager la population. Le mouvement propose notamment la suspension temporaire de la collecte des taxes municipales et fiscales. Selon le MMLK, cette mesure de justice et de droit permettrait aux citoyens de se concentrer sur leurs besoins essentiels et allégerait leur fardeau en cette période de crise. La crise énergétique actuelle met en lumière les défis socio-économiques majeurs auxquels le Togo est confronté. En attendant une amélioration de la situation énergétique, des mesures concrètes sont nécessaires pour atténuer les souffrances des citoyens et leur permettre de survivre dans des conditions dignes. La gestion de cette crise énergétique doit devenir une priorité, non seulement pour rétablir l'électricité, mais aussi pour restaurer la confiance des citoyens dans les institutions publiques. Dans les rues de Lomé et d'autres centres urbains du Togo, un phénomène récurrent, devenu une scène courante, la mendicité, qui suscite à la fois compassion et inquiétude. La prolifération de la mendicité n'est pas un phénomène nouveau, mais elle a pris une ampleur inquiétante ces dernières années. Pour répondre à cette préoccupation croissante, la mairie du Golfe 1 a récemment annoncé une nouvelle mesure visant à interdire la mendicité aux intersections et aux feux tricolores de la commune. Joseph Gomado, maire de la commune, a précisé que toute personne surprise en train de mendier, en particulier les enfants, sera désormais interpellée et confiée aux autorités judiciaires. Cette décision vise à renforcer la sécurité routière et à garantir la protection des citoyens. La présence de mendiants au carrefour pose plusieurs problèmes. Les enfants, souvent non accompagnés, sont exposés aux dangers de la circulation et les mendiants créent des embouteillages et perturbent le trafic. Ce phénomène engendre également des sentiments d'insécurité parmi les habitants et les usagers. Cette pratique présente non seulement un risque pour la sécurité des enfants et des conducteurs, mais constitue également un problème social croissant. La présence de mineurs, tant togolais qu'étrangers, sollicitant de l'argent auprès des automobilistes, est devenue une préoccupation majeure. Cependant, des questions subsistent. Que deviendront ces personnes qui dépendent de la mendicité pour survivre? Quelles mesures d'accompagnement suivront cette décision? Des initiatives de réinsertion seront-elles prises pour ces enfants et adultes? Il reste à voir comment cette mesure sera mise en œuvre et si elle sera adoptée par d'autres communes pour endiguer ce phénomène en constante augmentation. L'hypertension artérielle est une maladie qui ne cesse de faire des victimes au Togo. D'après les chiffres du ministère de la Santé, la proportion de ces cas recensés est passée de 19,27% à 27% en 2021. Ces statistiques concernent les populations de 15 à 64 ans et sont réalisées sur le quart de la population togolaise. Si l'hypertension artérielle semble prendre du terrain, n'oublions pas que plus de 80% des victimes d'accidents vasculaires cérébrales AVC sont hypertendues et qu'environ 6000 cas d'AVC sont recensés par an selon les experts de la santé.
Parmi les facteurs qui augmentent le risque d'avoir une pression artérielle élevée figurent entre autres la consommation excessive d'alcool et du sel, le manque d'activité physique et surtout la surcharge pondérale ou l'obésité. Le Ghana a conclu un protocole d'accord avec ses créanciers bilatéraux, dont la Chine et la France, pour restructurer une dette de 5,4 milliards de dollars, ont déclaré vendredi deux sources gouvernementales, 1 an et demi après le défaut de paiement du pays d'Afrique de l'Ouest. Le protocole d'accord ouvre la voie à l'approbation par le conseil d'administration du Fonds monétaire international du déboursement de 360 millions de dollars dans le cadre du programme de renflouement triennal du Ghana, d'une valeur de 3 milliards de dollars qui devrait intervenir le mois prochain. L'économie ghanéenne a commencé à reprendre avec une croissance de 2,9% en 2023, dépassant les 2,3% prévus par le FMI. Le Ghana est le deuxième pays d'Afrique après la Zambie à faire défaut du paiement de la majeure partie de sa dette extérieure de 30 milliards de dollars pendant la pandémie, alors que l'exportateur d'or, de cacao et de pétrole s'efforçait de sortir de la pire crise économique qu'il ait connue depuis une génération. Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a accueilli le président kényan William Ruto au Pentagone pour des entretiens bilatéraux. Austin s'est fait l'écho du président Joe Biden qui a félicité le Kenya cette semaine pour son intervention en Haïti. Il était important pour moi de me rendre au Kenya l'année dernière car ce pays est un partenaire essentiel pour la sécurité régionale et un partenaire clé pour la sécurité mondiale. Je suis donc ravi que le président Biden ait annoncé son intention de désigner le Kenya comme un allié majeur non membre de l'OTAN. Les États-Unis réservent cette désignation à des partenaires proches qui entretiennent des relations stratégiques avec nos militaires et nos civils du secteur de la défense. Le ministre de la Défense kényan, Aden Baredou, elle a été présent aux côtés de William Ruto pour discuter avec le secrétaire à la Défense des États-Unis de la coopération en matière de sécurité antiterroriste. J'ai l'intention de développer nos relations à l'avenir selon les principes évoqués hier par le président Biden et moi-même. Et je suis sûr que vous en avez discuté avec Aden. Je dois dire avec beaucoup de gratitude que la signature hier de l'extension des installations de Manda Bay contribuera grandement à renforcer les capacités nécessaires à la sécurité du Kenya et en particulier à la lutte contre le terrorisme que nous menons conjointement dans notre région. Quelques 1000 policiers kenyans devraient arriver prochainement en Haïti dans le cadre d'une mission multilatérale de soutien à la sécurité visant à lutter contre la violence des gangs. L'idée d'impliquer la police kenyane dans une crise survenant à des milliers de kilomètres du pays a tout de même suscité des contestations à Nairobi. La plus haute juridiction de l'ONU a ordonné vendredi à Israël de stopper son offensive militaire à Rafah. La Cour internationale de justice exige qu'Israël permette l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza, des injonctions saluées par le représentant palestinien à l'ONU, Riyad Mansour. Nous nous félicitons de ces mesures provisoires, notamment de l'arrêt de l'opération militaire à Rafah. Nous pensons que les mesures provisoires de la CIJ ont également demandé l'arrêt de toutes les opérations militaires et l'arrêt de ces crimes et des crimes potentiels de génocide contre notre peuple dans la bande de Gaza. Au milieu d'ambassadeurs de pays arabes, Riyad Mansour a promu une action commune des 22 pays arabes aux Nations Unies avec les 120 membres du mouvement des non-alignés afin de voir appliquer les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU en faveur de l'arrêt total des hostilités à Gaza. Dans ce marché du centre de Gaza, à Deir el-Balah, les légumes, les fruits, le sucre et d'autres produits étaient disponibles sur le marché à prix cassé. Cependant, nombreux sont les Palestiniens de l'enclave qui n'ont aucun moyen d'acheter des vivres, n'ayant pas de travail et donc pas d'argent.
Les 2 derniers jours ont été meilleurs que les autres. Les prix commencent à revenir à leur niveau normal et les produits qui étaient vendus à des prix exorbitants ne le sont presque plus. En comparaison avec la période précédente, la différence de prix est plus importante. C'est bien et ce n'est pas bien. Je peux acheter un produit spécifique, mais d'autres n'ont pas les moyens de le faire parce qu'il n'y a pas de travail et pas d'argent. Les gens n'ont pas d'argent. L'argent est mort. Les gens n'ont rien pour vivre. Seuls 20% des gens vivent vraiment et 80% sont considérés comme étant morts. Le transport des marchandises en provenance d'Égypte coûtait 3 fois plus cher que celui des marchandises en provenance d'Israël ou de la Cisjordanie occupée par Israël. Tous les marchandises sont également expédiées sans taxe ni droits de douane. Depuis que les autorités d'occupation israéliennes ont autorisé l'entrée des marchandises, les prix sont très bas. Un sac de sucre vaut 15 shekels et pour l'instant, les prix des légumes et des fruits sont à leur prix habituel. Les prix actuels demeurent inférieurs à ceux des jours normaux. Plus d'1 million de Gazaouis sont confrontés à des niveaux catastrophiques de pénurie alimentaire. L'intensification de l'offensive israélienne sur la ville méridionale de Rafah a rendu impossible l'acheminement de carburant et de nourriture. Pour la seconde fois, la Guinée équatoriale doit déclarer forfait pour 2 matchs de qualification à la Coupe du Monde en raison de l'inéligibilité de son joueur vedette Emilio Nsue. La FIFA a annoncé avoir retiré les 2 victoires du Nzalang National obtenues lors des 2 premières journées de qualification à la Coupe du Monde 2026. La FIFA sanctionne également la fédération équato-guinéenne d'une amende de 151 000 € et interdit à Emilio Nsue toute pratique du football professionnel pour les 6 prochains mois. Les parties concernées par ces sanctions disposent de 10 jours pour faire appel. La Guinée équatoriale se retrouve ainsi à la dernière place de son groupe de 6 équipes qualifiées pour le tournoi de 2026, organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les règles de la FIFA permettent aux joueurs de faire valoir leur éligibilité nationale si eux-mêmes ou un proche sont nés sur un territoire ou y ont résidé pendant au moins 5 ans. Les juges de la FIFA ont dit être convaincus qu'Emilio Nsue n'était pas éligible, sans donner plus de détails.